Donc, Ali Ndiaye, merci de nous accorder cette interview à ONU Info. Euh, Bienvenue. Merci. Donc, vous êtes connu aussi sous le nom de Webster. Donc, vous êtes un artiste hip-hop et vous vivez à Québec. Enfin, en ce moment, vous êtes à Montréal. Donc, vous avez participé ce matin à un webinaire de l'UNESCO sur confronter ensemble l'héritage de l'esclavage. Et le thème était vraiment le racisme. Donc, en cette période de Covid-19, est-ce que justement vous avez vu ou vous avez pu être témoin d'une augmentation du racisme ou des inégalités et d'une certaine vulnérabilité justement? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la montée du racisme s'articule. Je voyais un article aujourd'hui même qui est sorti encore une fois à propos du racisme envers les personnes d'ascendance asiatique, notamment chinoises. Et aujourd'hui, le webinaire portait à propos des inégalités qui viennent de l'esclavage. Donc, on parlait de racisme systémique et comment l'esclavage a mis en place des disparités économiques, des disparités en santé, des disparités en question de logement qui affectent les personnes racisées, les personnes afrodescendantes et qui finalement fait qu'il y a plus de personnes afrodescendantes ou de la diaspora africaine qui sont malades ou meurent de la COVID-19, que ce soit aux États-Unis, au Brésil, en Angleterre. Et bon, au Canada, il n'y a pas encore de chiffres qui sont sortis quant à la question de race et des personnes affectées de la COVID. Mais tout de même, on voit que des quartiers où il y a beaucoup de personnes racisées, il y a beaucoup de cas aussi. Comment ça s'est passé cette réunion justement? Est-ce qu'il y a eu des témoignages? Quel a été le but justement de cette réunion? Donc, un peu essayer de trouver des solutions. Est-ce qu'il y en a? Oui, en fait, le webinaire portait autour de peut-être un état des lieux, si je pourrais dire, et aussi essayer de trouver des solutions. Pour ma part, mon approche, c'était surtout une approche historique. J'avais envie de revenir sur la naissance de la notion de race, qui est une notion qui est relativement récente dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que c'est à partir des années 1700 qu'on commence à catégoriser, essentialiser et hiérarchiser les personnes selon la couleur de leur peau. Donc, j'avais envie de revenir sur la naissance de cette notion et des maladies qui étaient associées à cette notion-là. Parce qu'à partir des années 1800, on a commencé à associer des maladies aux Noirs. Et donc, comment on pouvait faire le lien avec justement le racisme systémique issu de l'esclavage et la question de la COVID-19 aujourd'hui. En termes de solutions, ce qui est ressorti, les gens ont beaucoup parlé de connaissance, c'est-à-dire de revenir vers une meilleure connaissance de l'histoire, une meilleure connaissance du rôle de l'esclavage dans le façonnement de notre présent. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui d'un point de vue économique global, ce qui se passe aujourd'hui d'un point de vue social est en lien avec l'esclavage, la prééminence de l'Europe dans le monde et du monde occidental est ancré dans cette pratique de l'esclavage. Et donc, les gens ont trouvé important de remettre au clair cette question-là et de pouvoir analyser ce qui se passe dans la société à la lumière de ces disparités. Donc, on a parlé aussi d'une manière, peut-être une meilleure manière de transmettre les informations afin que les gens puissent être touchés par ces informations-là et de pouvoir mieux comprendre le fait que si plusieurs personnes afrodescendantes ou encore des personnes aussi issues des premiers peuples, des Premières Nations, des Amériques, sont atteintes de cette maladie en plus grand nombre, ce n'est pas par une différence biologique, mais par une disparité sociale créée par cette perception d'une différence biologique. Qu'est-ce l'idée de race? Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une différence biologique, mais bien parce que cette idée de race a créé des conditions sociales qui vont avoir un impact sur la biologie. Donc, comment peut-on trouver une solution? Est-ce que justement c'est en essayant d'informer les gens, de leur faire comprendre que ce n'est pas justement une question biologique,
mais que c'est cette disparité sociale qui est la base et la raison pour laquelle les personnes de descendance africaine sont plus affectées par le COVID? Oui, je pense qu'on s'entendait tous et toutes pour dire que c'est beaucoup une question d'information. Mm. D'informer la population et d'informer le corps médical aussi. Parce que il y a eu une étude en 2012 aux États-Unis où se sont rendus compte qu'il y a bien des gens dans le corps médical qui croyaient que les personnes afrodescendantes percevaient moins les douleurs que les personnes eurodescendantes. Donc, que les Noirs souffraient moins que les Blancs. Donc, on leur donnait moins d'antidouleurs ou quand on en prescrivait, c'était à plus petite dose. Et cette étude a été faite au Canada aussi la même année avec les mêmes résultats. Et ça, ce sont des perceptions qui viennent de l'esclavage, qui viennent de cette fausse notion de race-là et je dirais, de divergence biologique, si on veut. Et donc, effectivement, l'éducation, mais même pour des gens qui, en société, se réputent pour avoir une éducation académique, n'ont parfois pas nécessairement une éducation dite sociale ou interpersonnelle ou interculturelle. Mm. Et donc, on parle d'éducation pour tout le monde et de meilleur accès à l'information, de faciliter l'information et aussi peut-être sortir du cadre eurocentré de notre manière de percevoir les études d'histoire aussi, c'est-à-dire que l'Afrique puisse se réapproprier son identité et son espace dans la longue marche historique mondiale. Parce qu'une des répercussions de l'esclavage, ça a été que l'Afrique se fasse enlever son identité, se fasse enlever son droit à sa présence historique. Donc, même jusqu'à récemment, on se souvient quand Sarkozy était en Afrique et qui disait que l'Afrique ne faisait pas partie de l'histoire. C'est-à-dire qu'on est au 21e siècle à ce moment-là. Et donc, ces informations-là vont permettre de remettre sur un pied d'égalité historique et ainsi pouvoir, espérons-le, nuire à cette idée d'infériorité ou de supériorité des races ou d'infériorité ou supériorité civilisationnelle, parce que les deux marchent main dans la main. Surtout avec cette question de COVID, justement, qui, je pense que les personnes ont plus de peur et il y a une genre de stigmatisation, n'est-ce pas? Mm-hmm. Oui, tout à fait. Il y a cette stigmatisation-là et certaines personnes entretiennent cette stigmatisation-là par les réseaux sociaux et des personnes, si on pense à Donald Trump, entre autres, qui pendant longtemps l'appelait le Kung Flu, qui était un jeu de mots entre Kung Fu et le flu qui est la grippe. Donc, c'est une référence à l'origine chinoise de cette pandémie, donc, ou le Chinese virus. Et donc, il y a des gens qui entretiennent ces idées racistes-là. Et c'est pour ça que rapidement, l'OMS a décidé de l'appeler le nouveau coronavirus ou la maladie, la COVID-19, pour ne pas stigmatiser les personnes d'ascendance asiatique ou chinoise. Et donc, vous, personnellement, vous êtes d'un père sénégalais et d'une mère québécoise. Mais un des thèmes importants que pour vous est l'histoire justement de la présence afro-descendance et l'esclavage au Québec et au Canada. Donc, pourquoi c'est si important pour vous? Mais parce que c'est une histoire qui a été complètement oubliée. C'est-à-dire qu'ici, on est rendu dans le néant. Souvent, ce sont des histoires qu'on peut nier, mais nous, ici, on a passé l'étape de la négation où est-ce qu'on est tombé dans l'oubli. Et vous demandez, vous arrêtez les gens dans la rue, vous leur demandez est-ce qu'il y a une présence africaine ici depuis longtemps et les gens vont penser à la deuxième moitié du 20e siècle. Pourtant, il y a une présence africaine qui date des débuts de la colonie française, depuis 1629. On parle d'esclavage et les gens associent l'esclavage à une dynamique américaine, c'est-à-dire états-unienne, mais sans penser qu'il y a eu de l'esclavage ici, au Québec et au Canada. Et donc, pour moi, il est important de parler de cette histoire-là pour qu'on puisse comprendre que
le Québec et le Canada ont fait partie de cette histoire-là, ont fait partie de ce réseau à travers le commerce triangulaire et qui a profité de ces réseaux-là aussi, même si l'esclavage avait moins d'ampleur ici que dans le reste des Amériques, parce que c'est un peu comme disons, une excroissance de ces réseaux-là, mais qui toutefois, les esclaves se rendaient jusqu'ici. Les poissons qui étaient pêchés ici étaient vendus jusqu'au Brésil, dans les plantations, pour nourrir les esclaves, les poissons de mauvaise qualité qui n'étaient pas envoyés en Europe. Et donc, il y a ce lien-là important. Et surtout de faire comprendre que notre histoire ici au Québec et au Canada n'est pas une histoire homogène. C'est-à-dire qu'il y a une présence afrodescendante ici depuis des siècles. Et ça permet de remettre en question cette histoire et ça permet de remettre en question cette identité qui est trop souvent perçue comme étant homogène. Et donc, les premiers historiens ici, dans les années 1800, parlaient d'une pureté de la race canadienne-française. Et par la suite, plusieurs historiens se sont basés sur ces histoires-là pour se faire une image complètement blanche de notre histoire, de notre identité. Et donc, pour moi, j'espère, en faisant cette histoire-là, en partageant ces informations, que les gens puissent revoir notre identité, revoir le rapport avec la racisation au Québec et au Canada. Et comment c'est reçu justement votre histoire, ce que vous avez mis sur place? C'est bien reçu par la population? Les gens comprennent? Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont fascinés, qui trouvent cette histoire extrêmement intéressante, qui sont contents de ce travail et qui, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas vu, qu'on ne voit pas à l'école. Pour ma part, je n'ai pas vu, j'ai étudié en histoire. Et il y a d'autres gens qui n'aiment pas ces démarches parce qu'ils trouvent que c'est un épisode anecdotique qui ne vaut pas la peine d'être raconté, qui trouvent que ça ternit l'image qu'on se fait de notre histoire. Et ils s'imaginent que mon objectif, c'est de culpabiliser. Et donc, pour ma part, la culpabilisation sert à rien. Il faut plus penser en termes de responsabilité. C'est-à-dire, la culpabilité, c'est une chose, mais ce qui est important, c'est la responsabilité. C'est-à-dire que les gens qui vivent aujourd'hui n'ont pas d'esclaves. Du moins, j'espère pas. Mais ils ont une responsabilité quant au système qui a été érigé sur le dos de l'esclavage. Et donc, on a une responsabilité commune à renverser ces temps-là. Et je pense entre autres aux Premières Nations ici, qui plusieurs réserves sont dans des situations sociales, médicales, économiques très précaires. Et donc, on doit travailler pour les personnes issues des Premières Nations, et les personnes racisées aussi, pour qu'ils aient une égalité des chances et qu'on puisse arriver vers plus d'équité, mais aussi plus de justice. Et peut-être justement pour arriver à aller de l'avant, c'est peut-être justement essayer de comprendre tout ce qui est la descendance afro-canadienne et aussi essayer d'aller de l'avant avec tout ce qui est stigmatisation et racisme qui existe partout dans le monde, n'est-ce pas? Oui, parce que le racisme est une plaie qui existe dans toute la société. Et ici, au Québec et au Canada aussi d'ailleurs, c'est une chose dont on a de la difficulté à parler sur la place publique. Racisme. C'est-à-dire qu'on est capable de parler d'homophobie, on est capable de parler de sexisme aussi. Donc, quand on dit à une personne le sexisme existe au Québec, les gens vont dire oui, bien sûr, maintenant, comment on fait pour travailler? C'est en parlant qu'on peut échanger et trouver des solutions. Mais dès qu'on parle de racisme, tout d'un coup, les gens ont de la difficulté à en parler. On dit souvent, si on parle de racisme, vous dites qu'on est raciste, mais la question n'est pas là. Donc, on n'est pas en train de parler en termes d'absolu. Mais si on n'est pas capable de parler de ces dynamiques-là, comment est-ce qu'on veut contrer les effets néfastes de ces dynamiques-là? Et donc, parler de racisme systémique, parler du manque de représentativité, que ce soit dans les médias, que ce soit en politique, que ce soit dans le milieu des finances. Mais si on n'est pas capable d'en parler, comment est-ce qu'on peut
avancer en tant que société. Et pour moi, c'est un signe de maturité pour une société d'être capable de s'asseoir et de regarder ses torts sans comprendre que ce ne sont pas ces torts qui définissent la société. Et peut-être justement, la COVID est un moment vraiment important pour réévaluer toute cette situation, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Je crois que c'est un moment pour évaluer bien des choses, soit d'un point de vue environnemental, que ce soit du point de vue des relations interpersonnelles, mais aussi des relations sociales. Et donc, je pense que c'est un tournant qu'on doit savoir saisir en tant que société et surtout en tant que terrien. Et peut-être juste dernière question, Webster. Donc, vous êtes bien sûr un artiste hip-hop. Donc, est-ce que vous utilisez justement votre don, disons, pour informer les gens au sujet de cet héritage de l'esclavage, justement? Est-ce que vous en parlez? Comment vous utilisez votre profession dans cette situation? Ben, en fait, ça a été vraiment ma première initiative dans la diffusion de ces informations Mm. et à travers la musique. Parce qu'à l'époque, dans ma mi-vingtaine, c'était le seul médium que je possédais pour pouvoir échanger, pour pouvoir transmettre des informations. Et donc, j'ai commencé par rapper à propos de cette information-là, à propos de l'esclavage, de la présence afrodescendante ici, avant même de donner des conférences, avant même de faire quoi que ce soit d'autre. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé, mais de fil en aiguille, j'ai développé d'autres types de projets afin de pouvoir toucher toujours plus de gens. Parce que à travers le rap, c'était une chose, mais je ne pouvais toucher souvent que les gens issus de la communauté hip-hop. Mm. Ce sont des projets qui doivent s'adresser à l'ensemble de la société. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des conférences que je donne encore un peu partout dans les écoles, dans les sociétés d'histoire, de généalogie. Mais ce n'était pas suffisant. Et donc, mes conférences sont devenues des visites guidées. Donc, j'ai monté une visite guidée de la ville de Québec qui s'appelle les visites de Québec History X, le X étant le facteur reconnu en mathématiques. Et donc, ce sont des visites de 2 heures où je parle de cette histoire. Et on revoit en fait l'histoire du Québec et du Canada, mais à travers la lentille de l'esclavage et de la présence afrodescendante. Il est toujours important de nommer les deux. Je parle d'esclavage et d'afrodescendance parce que l'esclavage ici n'était pas seulement un esclavage des personnes noires, mais c'était aussi un esclavage des personnes autochtones. Mm. Il y a beaucoup d'esclaves autochtones ici. C'est pour ça qu'il est important d'en parler sans les oublier. Les présences noires, parce que toute personne noire ici n'était pas automatiquement esclave. C'est-à-dire qu'il y a une histoire de personnes libres aussi après l'esclavage, mais aussi pendant l'esclavage. Et il est important de ne pas seulement associer présence noire dans le passé et esclavage. Ce n'est pas l'esclavage qui définit l'histoire africaine et de la diaspora africaine. Et donc, j'ai mis sur pied les visites guidées. Et l'année passée, j'ai publié un livre pour enfants à propos du premier esclave arrivé ici en 1629 qui s'appelait Olivier le Jeune, qui venait de Madagascar. Et donc, c'était une manière de transmettre ces informations, mais à un public plus jeune qui pourra vieillir en sachant qu'il y a une présence africaine ici qui date depuis plusieurs siècles. Et puis, l'année passée aussi, j'étais commissaire d'une exposition au Musée des Beaux-Arts du Québec à propos des esclaves en fuite, afin de montrer le processus de résistance des esclaves ici. Cette exposition s'appelait Fugitifs. Et donc, Webster, comment voyez-vous l'après-COVID, justement, pour justement tout ce qui est la traite transatlantique des esclaves et de son héritage? Honnêtement, je ne sais pas. J'aimerais voir positivement, mais je suis très conscient que les gens n'ont pas nécessairement le réflexe d'associer ces deux événements. Pour plusieurs personnes, l'esclavage fait partie du passé, même si ça existe encore aujourd'hui, mais la traite transatlantique fait partie du passé. Il faut passer à d'autres choses. Mais souvent, les gens ne réalisent pas que cette traite a un impact sur notre présent, a un impact très marqué sur ce qui se passe aujourd'hui, même avec la COVID-19. Et donc,
Je ne crois pas que les gens feront nécessairement ce lien. J'espère qu'on pourra continuer à en parler, continuer à faire ces liens-là. Et donc, je ne suis pas, la vérité, je ne veux pas être pessimiste. Disons, j'ai pas beaucoup d'espoir, mais je reste optimiste. C'est déjà bien, n'est-ce pas? Il faut rester optimiste.